Donc bonjour à tous, hein, merci à tous ceux qui se sont connectés en direct pour ce webinaire. Vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire et aussi à la fin. Et également, bienvenue à ceux qui nous regarderont en replay ou en podcast. Donc c'est un webinaire sur le thème très particulier de se lancer à Barcelone, les bonnes questions à se poser, c'est-à-dire que oui, on a souvent tous les bons conseils administratifs ou même business, mais il y a des conseils encore plus importants qui sont les bonnes questions à se poser sur une activité finalement qui va changer notre vie. Et pour tout ça, j'ai le plaisir, avoir le plaisir d'écouter les conseils de Julien Fortuit. Bonsoir Julien. Bonsoir. Donc Julien, on te connaît bien sur Equinox, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, et tu nous donnes un petit peu beaucoup même, tous tes conseils pour réussir sa carrière, sa reconversion et bien d'autres choses. Toi, tu es coach certifié pour expatriés en particulier, plus de 5000 heures d'expérience et également 25 années, je crois déjà, plus de 25 années d'expérience. Ouais, ça fait quelque temps. Et également avec toi, Olivier. Olivier Mormand, bonsoir. Bonsoir Aurélie. Donc toi, tu es également coach, coaching de carrière, coaching de développement et coaching de vie, mais par rapport à Julien, donc toi, tu es en lancement d'activité et tu as été justement coaché par Julien. Par Julien lui-même, oui, tout à fait. Donc c'est bien parce qu'on va avoir un petit peu vos deux points de vue. Hein. Toi, Olivier, qui est en plein dedans et qui a encore ça fraîchement dans la tête, et toi, Julien, qui a ce regard extérieur, où tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu à chaque étape les meilleures réflexions à se poser. Alors Olivier, je commence avec toi, évidemment, puisque tu as travaillé 14 ans, même un petit peu plus, pour une multinationale. Une grande entreprise. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé justement à quitter ce confort de grande entreprise pour te lancer à ton compte? Oui, écoute, c'est une bonne question et je dirais qu'il y a vraiment deux grands axes. Le premier, c'est ce que j'appelle moi un désalignement, donc un désalignement avec comment c'est mes valeurs et ce qui était important pour moi. Pourquoi? Parce que cette grande multinationale, en fait, moi j'ai fait partie d'un rachat. J'ai démarré en 2009 dans une start-up californienne avec vraiment cette mentalité start-up qui me plaisait beaucoup. On était en train de créer quelque chose, on était au début d'une aventure, donc c'était vraiment passionnant et excitant quasiment tous les jours. C'est beaucoup de travail, mais vraiment quelque chose de passionnant. Et puis en 2012, on se fait racheter. 2014, on devient officiellement employé d'un grand éditeur de logiciels allemand. Et là, petit à petit, autant on est content au début de tomber sur une grande structure, on se rend compte aussi que finalement, on n'est pas forcément aligné avec cette entreprise qu'on n'a pas choisie, qui n'est pas une mauvaise entreprise, hein, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais qui est en rapport avec mes valeurs à moi, me correspondait pas forcément. Et en juin 2023, il y a un an quasiment, jour pour jour, le 15 juin, j'ai eu l'opportunité de quitter mon employeur et cette opportunité, je l'ai saisie. Et je me suis dit aussi que je voulais laisser passer l'été pour réfléchir à ce que j'allais faire. Pour la première fois de ma vie depuis le lycée, j'ai eu 2 mois de vacances, donc je suis parti en vacances avec ma famille. Et en septembre 2023, je suis rentré. Et là, je me lance dans la recherche d'emploi, à nouveau dans le monde corporatif. Et je me rends compte dans ma recherche, au cours de ma recherche, que ce désalignement continue. C'est-à-dire que je lis les annonces, je postule quelquefois, mais je me rends compte que j'ai pas forcément, c'est un univers dans lequel j'ai pas forcément envie de revenir. Et c'est là qu'il y a une prise de conscience que j'ai pas envie de retourner dans ce monde-là. Et donc c'est là que vient le deuxième élément qui est la réalisation où là je me dis mais c'est pas la vie que je veux. Et à ce moment-là, je repense au coaching qui était quelque chose que je voulais faire en travaillant encore pour mon employeur. J'avais commencé ma formation, j'avais même complété ma formation tant que j'étais encore salarié. J'avais pas encore passé ma certification et j'avais l'idée, j'avais fait mon plan, c'était de monter désolé pour l'anglicisme, mais ce qu'on appelle un side business, c'est-à-dire démarrer, garder mon CDI et puis en parallèle lancer cette entreprise de coaching. Et j'avais fait des plans, donc des paliers de 10, 20%, 50% de mon salaire. Et quand j'arriverai à atteindre 50% de mon salaire avec mon entreprise, je voudrais dire que le modèle était viable et donc à ce moment-là, je pouvais envisager de laisser mon employeur. Et puis finalement, je me fais la réflexion de me dire, mais je suis sorti du monde du travail. Et finalement, il y aura jamais un meilleur moment de le faire. Il y aura jamais un meilleur alignement des planètes si on revient sur ce thème-là. Et c'est à ce moment-là que je prends la décision de me lancer à mon compte. Et pourquoi à ce moment-là, tu décides de te lancer à Barcelone?
est-ce que ça n'aurait pas été plus facile de te planter en France au Alors, c'est début? très bonne question. Pourquoi Barcelone? Parce que Barcelone, c'était avant tout, c'est pas été un projet professionnel, ça a été un projet familial. Quand je suis arrivé il y a 7 ans avec ma famille. Et donc l'année dernière, au moment donné où on annonce à mes deux filles, qui ont à ce moment-là 13 et 10 ans, quand on leur dit que je quitte mon employeur, la première question qu'elles nous ont posée, c'est est-ce qu'on va être obligé de retourner en France? Donc on en a discuté avec elles et vraiment personne dans la famille ne voulait rentrer à Paris. Et donc l'idée, c'est de se dire bah, pourquoi pas lancer ce projet. Aujourd'hui, c'était possible. Hein, pourquoi pas lancer ce projet depuis Barcelone? Alors, la décision est prise, tu te dis ça y est, je me lance à 100%. Euh, Par où tu commences? Alors je commence, pour être honnête, je commence par un gros aspect administratif. Pourquoi? Parce que je suis français, expatrié en Espagne. J'ai passé plus de 25 ans dans le monde du salariat, donc j'ai jamais été entrepreneur. Et je suis dans un endroit où je connais pas du tout la législation. J'imagine que c'est pas beaucoup plus simple en France, mais au moins c'est mon pays. Il y a des choses qui me seront plus faciles. Et là, je me dis la première chose à faire, c'est peut-être d'identifier les formalités que j'ai à accomplir pour devenir entrepreneur, et peut-être aussi dans le même temps, voilà, trouver le bon format d'entreprise pour être le bon véhicule pour ce que je veux faire dans le cadre de mon coaching. Et à quel moment tu décides de te faire accompagner, justement? Alors, je passe beaucoup de temps, ça me prend beaucoup de temps de côtoyer l'administration espagnole, d'obtenir les renseignements, de monter la structure, etc. Et une fois qu'on l'a fait, bah, évidemment, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant et comment le faire. Et pourquoi me faire accompagner? Parce que dès le départ, chez moi, il y a cette envie de quand même d'essayer de perdre le moins de temps possible. Je sais qu'on dit, et on peut le trouver aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'endroits, dans des livres également, et c'est un conseil qui est valable, hein, où on dit qu'il faut essayer, échouer, apprendre et réessayer. Et en même temps, j'ai cette réflexion en me disant, mais si on peut gagner du temps par rapport à cette méthode-là, pourquoi pas? Et donc, une des façons tu- de gagner du temps, c'est pour moi au début de contacter les entrepreneurs qui se sont lancés. Et puis, en parallèle à ça, je contacte aussi des coachs. C'est-à-dire que je discute avec des gens, j'essaie de trouver des gens dont j'admire le parcours, dont je trouve le parcours intéressant, qui se sont lancés, qui ont un parcours un tant soit peu similaire au mien, pour leur poser la question et qui peut-être eux aussi ont eu cette expérience d'avoir quitté la grosse corp, la grosse entreprise, pour devenir indépendant. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai cette discussion avec Julien. Et j'étais vraiment pas parti pour me faire coacher. J'étais vraiment parti pour plus une espèce de mentoring et une session de conseil. Donc, je crois qu'on avait planifié, Julien me corrigera, mais je crois qu'on avait planifié 30 minutes de Zoom. Et on a une discussion tous les deux ce jour-là, fascinante, sur plein de sujets. Et on est resté 2 heures et demie sur Zoom, pardon. Euh, Dans ces sujets-là, on aborde effectivement le coaching, on aborde beaucoup de bouquins qui sont derrière moi, des thèmes qu'on a en commun tous les deux, sur la psychologie, la programmation neurolinguistique, sur un sujet qui est pour moi le sujet le plus fascinant que j'ai jamais abordé, qui est la spirale dynamique. Et voilà, on a ces discussions vraiment fascinantes. Et en parallèle à ça, Julien, dans ces discussions, il est vraiment très généreux. Il me donne beaucoup de conseils très pratiques, très terre à terre, très pragmatique sur la façon de lancer son business, etc. Et au bout de 2 heures et quart, je lui pose la question, je crois. Je lui dis, mais vous voudriez pas me coacher? Parce que c'est là que je me rends compte que lui, il va me faire gagner du temps. Il est passé par où je vais passer. Et surtout, il va pouvoir me donner des conseils et me faire gagner un temps monstre dans mon projet. Mon projet était déjà décidé. Donc moi, j'avais pas forcément besoin de savoir ce que je devais faire, ce qui était bon pour moi, d'avoir de la clarté là-dessus, mais j'avais besoin de savoir comment. Et Julien, là-dessus, pour moi, c'était vraiment la personne qui pouvait m'aider. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Olivier. Je vais rebondir là-dessus de l'importance, en fait, quand on se lance, et peut-être plus quand on est, enfin, je sais pas plus si on est expatrié, mais en tout cas, l'importance quand on se lance d'aller chercher des conseils des confrères qui sont, je pense, en plus à l'étranger, assez bienveillants et assez généreux de leurs conseils, hein, de manière générale. Et donc, toi, Julien, je m'adresse à toi maintenant. Justement, ces confrères, et en particulier dans le monde du coaching, évidemment, qui nous apportent un regard extérieur. Toi, Julien, tu rencontres Olivier qui a fait toutes ces démarches administratives. Toi, par quel bout tu l'emmènes à commencer? Moi, en fait, il y a Olivier était pas perdu, hein.
il avait juste envie de gagner du temps et il avait une première idée de ce qu'il voulait faire. Moi, comme il l'a dit, l'avantage, c'est que les bêtises à pas faire, je les ai déjà fait avant vous, puisque je les ai déjà fait dans l'entreprise pour laquelle je bossais. Et puis, quand je me suis lancé, sachant que moi, je me suis d'abord lancé en France et que on a emménagé enfin, quand je suis rentré d'Angleterre, j'ai lancé ma boîte en France et puis ensuite, on a déménagé en Espagne. Donc, j'ai lancé ma société en Espagne. Et j'ai fermé la française pendant le Covid parce que ça servait à rien d'en avoir deux. Donc, les côtés administratifs, je les ai vécus dans les deux endroits. Et en fait, j'avais deux choix. Soit je passais beaucoup de temps dans l'administratif et je facturais rien à des clients, soit je facturais à des clients et je payais quelqu'un pour faire si je peux être très franc, le côté chiant de la chose. Et en fait, le côté trouver des solutions pour se focaliser encore plus sur notre travail, sur ce qu'on aime bien faire, c'était, je pense, un des points qu'on a abordé. Euh, et on l'a abordé pour le côté administratif, on l'a abordé pour le site web. Moi, le site web, je ne sais pas comment ça se fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un chouette site web, de faire le copywriting avec des professionnels, de faire quelque chose de joli, mais pas de faire le code. Ça, c'est pas là où moi, je suis bon. Donc, c'est de m'entourer de personnes qui vont m'aider. Mais pour faire ça, il faut avoir des ressources financières, il faut aussi connaître les bonnes personnes. Et donc, on revient toujours sur cette notion de confiance. Comment on trouve quelqu'un qui peut m'aider? Et en l'occurrence, la discussion qu'on a eue avec Olivier, c'est est-ce que tu peux m'aider? D'accord? À monter, à aider à lancer ma boîte. Et moi, j'ai une façon de fonctionner qui ne change à peu près jamais, c'est que je commence toujours par qui on est. Qui est-ce que j'ai en face de moi et est-ce qu'on peut travailler ensemble? Donc, si on est resté 2 heures et demie, c'est que le courant est bien passé et que on avait des choses en commun, d'accord? Sinon, ça aurait duré une demi-heure comme c'était prévu. Et puis, la deuxième chose, c'est, voilà, c'est bien, tu as fait tes études de coaching, très bien. Tu as déjà coaché des gens, c'est super, mais à quel point ce que tu sais est performant, puisqu'on sort de l'école, on sait des choses, mais on en sait moins que quand on a coaché beaucoup de gens, puisqu'on continue à apprendre toute notre vie. Et l'idée, c'était un peu ça, c'était de se dire, on va reprendre un coaching normal, et après, tu vas pouvoir faire comme Picasso, c'est-à-dire voler comme un artiste. Picasso, quand on lui demandait comment il est arrivé au cubisme, il a dit, moi, quand j'allais au Prado et dans les musées, je volais comme un artiste. Et l'idée, c'était un peu ça. C'était de dire, tu prends ce que tu veux pour avoir ta propre signature. Alors, on est tous les deux certifiés, accrédités, etc., etc. Mais finalement, on s'en fiche un petit peu. Ça fait plaisir aux clients. C'est agréable d'être rassuré par un diplôme, par un tag. Moi, je pense que le plus important, c'est les témoignages. Le plus important, c'est ce que vont dire les clients après. Donc, autant avoir un vrai côté personnel. Et donc, pour avoir un côté personnel, il faut être sûr de bien se connaître. Et comme ça, on va aider les gens à se connaître. Et l'idée avec Olivier, c'était de faire un programme vraiment personnalisé. Donc, on a fait une partie du programme en Zoom, on a fait une partie du programme en live. On s'est retrouvés dans les Baléares pour finir ça. Et comme ça, on avait quelque chose qui pouvait en fait, qui pouvait à la fois déstabiliser, mais aussi tester. Et je pense que c'était important aussi de tester avec Olivier ce qu'il voulait, ce qu'il voulait pas. Parce que c'est important aussi de savoir ce que l'on a envie, avec qui on a envie de travailler. On peut pas plaire à tout le monde. C'est pas parce qu'on a un site web que les gens vont nous trouver. Il y a énormément de gens. Donc voilà, l'idée c'était de commencer qui est Olivier en tant que coach, qui est Olivier après plusieurs années de multinationales, et puis ensuite, qu'est-ce que va faire Olivier pour ses clients. Pourquoi, Julien, c'est important de se poser ces questions avant de se lancer? Est-ce que ça définit finalement la stratégie qu'on va avoir sur la cible des clients, sur son rythme de travail? En quoi c'est vraiment fondamental pour toi? Il y a plein de bouquins sur comment atteindre ses objectifs qui sont pas très intéressants pour moi, parce que si on ne sait pas qui on est, je vois pas comment on peut déterminer des objectifs qui sont alignés à nous-mêmes. Heu, Déterminer les objectifs, je pense, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc on commence par le côté facile, et qui a le plus d'avantages possible, c'est soi-même.
c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos forces. Ça permet de faire quelque chose qui est essentiel, c'est de regagner confiance en soi, ou au moins d'en gagner suffisamment pour pouvoir décider de se lancer en sachant que on en vaut la peine, qu'on en est capable, parce on a plein de raisons de penser qu'il va se passer des catastrophes. Il suffit de lire les journaux pour tout voir en, en noir. Je parle des journaux, sur réseaux sociaux, etc. Bah, l'idée, en fait, de se connaître soi, c'est de se baser sur quelque chose qui est fondamentalement nous et qu'on va utiliser quelle que soit la situation, qu'elle soit positive, négative. Et finalement, c'est une vraie boussole. Et on a tous besoin d'une boussole et on a tous besoin de direction. D'accord? Que la carte change, c'est autre chose. Justement, c'est une boussole qu'on va utiliser tout au long de notre activité professionnelle. Finalement, c'est comme un document qu'on peut faire de travail sur lequel on va se référer peut-être à quand on a des options de croissance ou des décisions à prendre, peut-être toujours se référer à nos valeurs et à ce qu'on est. Exactement. Et puis en plus, ça a un double effet qui se coule, c'est que c'est pratique au boulot et c'est pratique dans la vie. Donc, généralement, on le fait pour le travail et puis on s'aperçoit que, bah, ça peut être utile avec les enfants, ça peut être utile avec le conjoint, ça peut parfois être utile aussi avec la famille, avec les amis. Donc, voilà et puis finalement on a une vie, hein. On a la vie pro, la vie perso et puis elle se rejoint et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bah, c'est pas, on devient son propre chef. L'idée, c'est de pas être aussi, mauvais que certains chefs qu'on a pu avoir, et d'être la meilleure version de soi-même. Et puis tant qu'à faire, s'amuser aussi. Ce serait bien. C'est mieux, tant qu'à faire. Julien et Olivier, hein, peut-être, est-ce qu'on peut revenir pour être assez pragmatique sur ces étapes de préparation, peut-être analyser qui on est, ensuite ses valeurs, ensuite ce qu'on veut faire. Est-ce qu'il y a un petit peu un schéma, une feuille de route à mettre en place? Alors moi je commence toujours, par les valeurs et les forces. C'est 2 choses qui sont interconnectées et ça nous permet de pas nous tromper dans les mots qu'on utilise. Les forces, c'est pas nos valeurs et nos valeurs, c'est pas nos forces. Elles sont complémentaires, ça permet de connecter les points. Et une fois qu'on a ça, qui est un travail important et intéressant. On rajoute une troisième notion dont Olivier a un petit peu parlé avant, c'est le côté où est-ce qu'on en est dans notre carrière, dans notre évolution de carrière. Et quand on mixe le spiral dynamique dont il a parlé avec c'est quoi mes forces et c'est quoi mes valeurs, ça nous permet de savoir si effectivement c'est le bon moment, si on est au bon endroit, à quoi on est allergique, par quoi on est motivé et ça nous permet aussi de comprendre quelle est l'énergie qu'on a envie de mettre dans le projet. Et c'est pas une mince affaire, le côté énergétique, parce qu'on est tout seul. Il faut pas se mentir, c'est des décisions à prendre, qui peuvent être lourdes de sens. Il faut pas oublier aussi qu'on a plein de peurs, on a plein d'anxiétés qui peuvent être alimentées non seulement par nous, par l'extérieur et par nos proches. Voilà. Donc, ça permet en fait de gagner une forme de confiance en soi. On ne sait pas exactement comment ça va se faire et le comment on le fait à la fin. Le comment, en fait, pour moi, on s'en fout. Le plus important, c'est qui on est, qu'est-ce qu'on veut et ensuite comment on va le faire. Et le comment on va le faire, ça change s'il y a Covid, s'il y a pas Covid, s'il y a une guerre. Donc on construit des vraies fondations et donc les étapes, en tout cas moi, la façon dont je l'ai fait avec, Olivier, c'était valeurs, force, le spiral dynamique pour savoir est-ce qu'on est dans la carrière et puis ensuite on fait un 360 de sa vie, dans toutes les parties de sa vie pour voir là où ça déconne. Parce que, c'est à mon avis plus intéressant de regarder ce qui bloque et le débloquer pour pouvoir avancer que d'appuyer sur l'accélérateur quand on a le frein à main. Voilà, pour être, un petit peu plus, pragmatique. Ouais. Olivier, tu partages un petit peu ce cheminement? Oui, oui, tout à fait. Et encore une fois, quand je contacte Julien, au départ, je ne veux pas forcément me faire accompagner. Ensuite, on parle d'accompagnement, mais je lui dis dès le début que je sais ce que je veux faire. Donc, l'idée du projet, elle est déjà là. Mais on revient quand même, en suivant son processus, sur les forces, les valeurs, qui on est vraiment, son identité. Et ça, c'est un voyage, c'est vraiment le moment où on définit ces 10 valeurs clés. C'est un travail qu'on fait soi-même, sur soi-même, avec soi-même uniquement.
Julien n'est pas là quand on fait. Et là, on découvre vraiment ce qui compte le plus pour nous. Et ça va influencer tout le reste ensuite. Donc ensuite, ça va influencer qui on veut coacher. Ça va influencer comment on veut coacher. Je parle du coaching, mais ça peut s'appliquer à d'autres situations d'entreprise, bien sûr. Et encore une fois, c'est vrai qu'à la fin, le comment faire pour monter ce fameux site web, qui a été la première question que tout le monde m'a posée au départ, euh, ça devient un détail. Et c'est pas ça qui est important au final. Parce que ça devient quelque chose dont on va s'occuper, quelque chose de matériel dont on va s'occuper par la suite. Mais c'est pas ça. Le vrai fondement, c'est, tu dis, pardon, Aurélie? On peut perdre un petit peu. Ça a coupé. Je sais pas si, Ça coupe si un tu m'as peu. entendu. Je pense que tu Ah, Ouais, vas-y, tu peux continuer. vous m'entendez là? À la fin, ce vrai travail que Julien fait sur qui on est vraiment, qui sont nos forces, nos valeurs, etc. C'est ça qui va déterminer tout le reste et c'est ça le plus important. Alors, Julien, ce travail que tu as fait, c'était pas tout au début, mais presque au début avec Olivier, finalement, est-ce qu'on peut pas le faire à n'importe quelle étape parce qu'on parle de se lancer, etc. Mais est-ce que c'est un travail, si on l'a pas fait peut-être au départ de notre activité, qu'on peut faire à un moment donné et qu'il est fondamental de faire un petit peu, même si on a du retard? Alors, tout à fait, il est jamais trop tard. Moi, je l'ai fait à 42 ans, donc comme quoi tout le monde peut le faire avant moi, ça c'est sûr. Pourquoi c'est en fait, c'est le truc le plus important. Qu'on ait commencé, qu'on n'ait pas commencé, finalement, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que si on se rend compte que ça nous manque, bah, il faut le faire. Voilà. Est-ce qu'on va y prendre du plaisir? Oui. Est-ce que c'est un petit peu inconfortable? Ouais, un petit peu, mais c'est tellement plus pratique et finalement, c'est aussi de remettre en avant une vraie priorité, qui est, voilà, que de quoi on a vraiment envie. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est qu'on passe pas beaucoup de temps avec soi-même parce qu'on est toujours en train de courir après un client, une réunion et cetera et ce que disait Olivier est très important. Certes, il y a du coaching, mais il y a aussi beaucoup de travail en solo. Et c'est ce travail en solo aussi qui permet de prendre du temps, de se rendre compte à quel point il est important de se concentrer sur soi-même, de se poser et d'arrêter de courir, surtout de courir après des choses qui sont, secondaires, on va dire. Et voilà, donc on apprend aussi à faire des priorités. La première priorité, c'est vous, hein, parce que, bah, si vous, ça fonctionne pas, bah, la boîte, elle va pas marcher, hein, ça c'est sûr. Surtout quand on est solopreneur ou freelance et je pense qu'il y en a quelques-uns qui nous ont rejoints qui sont dans ce cas-là. Donc ce qui est vraiment important, hem, est-ce qu'il y a une façon, une organisation? Non. Est-ce que ça doit faire partie? À mon sens, c'est obligatoire, tout à fait. Et il faut juste trouver la bonne personne avec qui le faire. Moi, je trouve que c'est excessivement difficile de le faire tout seul, puisqu'on n'a pas le recul. Est-ce que c'est moi, je l'ai fait tout seul au début. Ensuite, quand j'étais dans mon ancienne boîte, on m'a donné un coach et c'est allé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà. Maintenant, il y a des super bouquins, il y a des super plateformes, il y a plein de très bons supports. J'ai trouvé que d'aider les gens en live, et de leur donner, du travail à la maison, c'était incroyablement complémentaire et j'irai même plus loin. Moi, je conseille plein de bouquins, hem, parce que clairement la moitié ou plus de ce que je raconte, bah, je l'ai appris dans des livres ou pendant mes formations donc c'est important aussi que les gens redécouvrent le plaisir de se poser des questions, d'y répondre, et puis de trouver, des sources d'informations et moi je suis pas surpris, j'ai plein de clients qui me recommandent des bouquins et c'est très bien donc voilà. À quel moment? N'importe quand. Mais pour moi, c'est quand même la fondation d'une bonne structure, donc quand moi je prends les gens à la base, on commence par ça. Quel serait le danger, en fait, de ne pas t'arrêter pour faire cette analyse-là? Hem
quand on a nos valeurs, c'est beaucoup plus facile de faire les bons choix. Et comme on doit passer la journée à faire des choix, c'est plus sympa d'avoir un bon filtre. Moi, vraiment, j'ai découvert mes valeurs à 42 ans. Et si je les avais avant, ça aurait été quand même beaucoup, beaucoup plus pratique pour plein de choses. Oui, on peut s'y référer finalement. Voilà. Alors moi, je suis parisien, donc j'ai pas trop de problème à dire non. Mais cependant, quand on a les valeurs et qu'on sait ce qui est inacceptable pour nous, hein, je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste qu'à partir du moment où on sait ce qui est recommandé pour nous et ce qui n'est pas acceptable, bah, c'est plus facile de dire non. Voilà. Euh, et voilà. C'est la boussole dont on parle. Exactement. Et puis, par rapport à Olivier, qui lui est basé à Barcelone, il se passe aussi quelque chose, c'est que c'est une ville entrepreneuriale. Vous avez la French Tech, il y a plein de sociétés. Depuis le Covid, il y a plein de gens qui sont installés à Barcelone. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des communautés qui existent. On n'est pas tout seul. Et je pense que c'est important aussi, quand on a tout ça, de pouvoir découvrir les bonnes personnes. Et on l'a vu pour l'anniversaire d'Equinox. Bah, c'est très pratique, en fait, quand on peut s'asseoir avec d'autres personnes qui ont des projets entrepreneuriaux dans la même ville, de pouvoir discuter des différentes ressources. Après, on peut être basé à Barcelone et avoir des clients à Shanghai, hein, c'est pas ça le problème. Mais je trouve que c'est bien aussi parce que ça permet de découvrir d'autres personnes qui vont nous aider à avancer et on va pouvoir aider d'autres personnes. Oui, on parle beaucoup du co-développement, hein. Peut-être soumettre des fois cette interrogation, même opérationnelle, à des confrères ou qui peuvent nous aider justement à sortir de du guidon et de notre vision peut-être biaisée pour justement trouver des solutions à nos problèmes d'entrepreneurs. Et c'est très intéressant quand tu dis que diriger, c'est décider, diriger, c'est choisir. Et c'est vrai que c'est finalement des décisions toute la journée. Tu parlais de Barcelone en particulier. Est-ce que pour vous deux, je vais peut-être revenir à Olivier, est-ce que sur le fait de se lancer à Barcelone ou en Espagne, il y a des spécificités particulières? Honnêtement, dans mon cas, je te dirais que non, parce que ce que vient de dire Julien, c'est un peu vrai. C'est qu'on peut être basé à Barcelone et il y a 2 heures, je coachais quelqu'un qui était dans le Wisconsin, tu vois, aux États-Unis. Et donc là-dessus, non, pas, ou peut-être pas lié au coaching en particulier. La deuxième partie, c'est que moi, là où j'ai vraiment eu besoin de me faire accompagner, là, c'était pas par Julien, mais c'était plus pour la partie administrative, c'était comprendre comment ça fonctionne en Espagne. Mais en dehors de ça, dans mon contexte, en tout cas, pas spécialement, je dirais. Julien, toi qui es spécialisé dans les coachings pour expatriés, est-ce qu'il y a des défis particuliers que tu vois un petit peu, pas forcément ici Barcelone-Espagne, mais de manière générale? Bah, c'est un peu, il y a une chose à résoudre dès le début, c'est savoir quel est le type de structure que l'on veut, euh, puisque bah, ça va dépendre ça va créer en fait une dépendance fiscale, hein, puisque comment on va payer nos impôts, comment on va être taxé, comment on va se payer un salaire. Et c'est super, super important de comprendre ça dès le début. Alors, il y a plein de sites, c'est super bien. Moi, pour être très sincère avec vous, j'ai fait appel à un expert comptable fiscaliste. Je lui ai dit ce que je voulais faire. J'avais des objectifs qui étaient très, très clairs. Et je lui ai dit, voilà, quel est le mieux? Est-ce que je dois être autonomo? Est-ce que je dois monter une ESL? Est-ce que je dois monter quelque chose d'autre? Et ensuite, on a fait les choix. Et finalement, ensuite, quand on a cette réponse, on a une énorme charge mentale en moins. Parce qu'en fait, on va passer notre temps à imaginer plein de trucs. Ça va être un espèce de brouhaha d'options, mais à partir du moment où on sait ce qu'on veut, c'est-à-dire quel type de chiffre d'affaires on veut générer, euh, combien on a d'employés, combien on veut d'employés, quel est le type de produits que l'on veut vendre, moi, je préfère m'adresser à des professionnels. Et la personne qui m'a dit, bah, pour toi, il faut faire une ESL parce que X, Y, Z, parce que à partir de tel chiffre d'affaires, c'est mieux, etc., etc. Très bien. Combien ça coûte? X, Y, Z. Si tu le fais pour moi, en combien de temps je peux l'avoir? 2 semaines. Combien ça va me coûter? 500 euros. Très bien. Voilà 500 euros.
on se revoit dans 3 semaines. Et moi, comme ça, je pouvais faire mon travail de préparation à lancer la société. Moi, j'avais déjà ma société en France, donc c'était facile. Mais j'avais déjà fait la même chose en France. J'avais trouvé un expert comptable qui me faisait tous les papiers pour 0 à partir du moment où je signais avec lui pour 1 an. Donc, en fait, il y a plein de super solutions. On a toujours tendance à un peu se compliquer la vie. Mais en fait, il y a plein de gens qui sont là pour nous aider. Et c'est très bien. Voilà, comme ça, on peut se concentrer encore une fois sur ce qu'on veut faire. Ouais, je voudrais juste rajouter à ça, peut-être, Aurélie, je suis entièrement d'accord avec Julien. Moi, enfin, c'est une philosophie que j'ai toujours eue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi, on est des entrepreneurs, et à un moment donné, il faut aussi calculer le ratio du temps qu'on passe à régler tous les petits problèmes qu'on peut avoir quand on est entrepreneur, et je pense que vous le savez tous les deux mieux que moi, et combien finalement cette heure nous aurait coûté si on avait travaillé pour nos clients. Et c'est pour ça que je pense que, l'approche de Julien est bonne. Et moi, je l'avais déjà, cette approche-là, c'est de se dire, je ne vais pas non plus tout régler. Je suis tout seul dans mon entreprise et je peux pas passer la journée à régler, à faire du code sur le site web, le fameux site web, à régler mes problèmes informatiques, etc. Et donc, il faut savoir aussi se dire, je vais déléguer. Ça va me représenter une partie de mon budget au départ, faut le prévoir. Mais voilà, gérer mes impôts dans un pays étranger où je connais pas forcément toutes les spécificités de la fiscalité espagnole, même si on m'en a expliqué une bonne partie, ça je le délèguerai. Euh, le site web, je le délèguerai. Le copywriting, peut-être qu'on y viendra aussi, etc. Parce que ces choses-là, le fait de les déléguer, ça enlève effectivement une partie de la charge mentale et ça permet surtout de se reconcentrer sur son cœur de métier, qui dans notre cas est le coaching. Et en fait, on revient sur la question d'importance et de priorité. Pour nous, on revient sur important, priorité. Et si c'est pas si c'est pas important, c'est important, d'accord? C'est important, c'est urgent et accessoirement, ça peut être chiant, d'accord? Donc c'est le premier truc à faire. C'est il y a une matrix d'Eisenhower. Moi, j'ai rajouté manger la grenouille de Brian Tracy en plus de ça. Si c'est chiant, soit on le fait tout de suite, ou alors on paye quelqu'un pour le faire. Comme ça, on arrête de se traîner ce boulet pendant des jours, pendant des heures, pendant parfois des semaines, et on avance pour faire plus de ce qu'on a envie de faire. Et c'est vraiment important d'arrêter de se polluer avec des choses qui sont pas importantes. Il faut s'en occuper tout de suite. Il faut trouver les bonnes personnes. Et sincèrement, c'est pas toujours évident. Donc, je pense que on pourra partager sans doute après le webinaire certaines personnes, certaines références, parce que moi, moi, j'ai fait 3 comptables en Espagne, donc voilà, hein, comme quoi on peut toujours se planter, même après avoir monté sa boîte en France. C'est comme ça qu'on apprend, on fait confiance, et puis de temps en temps, on n'aurait pas dû. Est-ce que c'était limité? Heureusement, oui. C'est pareil pour les avocats. C'est bien de trouver des super avocats. Donc, je pense que ce serait bien à la fin de partager certains noms pour les gens qui veulent les contacter. Sinon, vous nous contactez et puis on vous répondra. Important et urgent et chiant à faire tout de suite ou à déléguer. Ça, c'est très, très important. Alors, ça me fait penser, parce qu'on a parlé au début, Olivier, tu pensais te lancer peut-être petit à petit en ayant un travail, un autre job à côté. Justement, Julien, tu as l'air de dire qu'il faut être à 100% dans son cœur de métier, dans son activité. Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer à moitié, d'être salarié et en même temps de lancer son activité? C'est une question qui revient souvent, pas pour des questions financières, hein, pour une question de sécurité. Qu'en pensez-vous tous les deux? Julien, je te laisse commencer. Est-ce que c'est une bonne idée? Je vais retourner la question. Est-ce que j'ai pensé à faire ça? Non. Parce que en fait, ça prend beaucoup de temps. Et que moi, je suis pas bon à être multitask. Je sais pas faire plusieurs choses en même temps. J'ai vraiment besoin de me concentrer sur une activité pour bien la faire et faire plusieurs trucs en même temps. Dans la façon dont moi je fonctionne, ça marche pas. Et puis après, si j'y réfléchis, est-ce que je peux refuser des meetings quand je suis salarié? Non. Est-ce que je peux bosser d'où je veux quand je suis salarié? Non. Est-ce que je peux aller à n'importe quel rendez-vous que me donne l'administration fiscale? Non. Et donc, vous rajoutez une dose de stress
incroyable, en fait, en plus. Et déjà, se lancer, c'est comme le petit truc que j'ai derrière, hein, c'est quand même de se jeter en se disant, bon, je sais que j'imagine ça va marcher, d'accord, j'ai des bonnes idées, je sais où je veux aller, c'est super. Non, rien que d'y penser, en fait, ça me stresse. Donc, est-ce que c'est nécessaire pour certaines personnes? Oui. Moi, je connais plein de personnes qui font ça et ça fait 3 ans qu'elles le font. D'accord, donc c'est pas incompatible. C'est pas incompatible, mais ça fait 3 ans qu'elles le font. Donc, je suis pas sûr que leur société elle soit complètement lancée. Elle existe, voilà. Elle génère un petit chiffre d'affaires. Mais est-ce que c'est une vraie activité professionnelle? Ça se rapporte pour moi plutôt à une activité amateur plutôt que professionnelle. Mmh. Olivier, je vais te Alors, reprendre dans une seconde, juste pour le dis-moi. public. Si vous voulez déjà poser vos petites questions, comme ça on les posera à la suite. Vous avez le chat et le module questions. Olivier, ton avis là-dessus sur se lancer à 100%? Écoute, alors, étant salarié, pour moi, il était hors de question, dans ma façon de voir les choses, de me lancer à 100%, c'est-à-dire d'arrêter du jour au lendemain le CDI et de sauter dans le vide comme ça. Donc moi, j'étais parti, c'était mon approche sur cette idée de lancer le business à côté, avec mes seuils, mes paliers, mes 3 fameux paliers. Et quand on arrivait à 50%, c'était viable et donc on pouvait le faire. Ceci étant, maintenant que je l'ai fait, et comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, j'ai eu cette réflexion de me dire, mais il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant. Je ne suis pas en CDI, et donc je peux tout à fait le faire. Et si je devais aujourd'hui réfléchir à cette question, je pense que la meilleure façon de le faire aujourd'hui, c'est de trouver une troisième voie. Et cette troisième voie, c'est en amont d'être proactif et de préparer le projet, de préparer le lancement. Ça, c'est un peu mon retour d'expérience. Parfait. Merci beaucoup pour tous vos retours d'expérience. Est-ce que pour les assistants en direct et ceux qui vont nous regarder en replay, vous avez des conseils? Je commence par toi, Julien. Toi, tu es installé en Espagne aussi depuis un petit moment. Est-ce que tu as des conseils aux personnes qui se lancent? Je pense qu'on a fait le tour sur se lancer en général, ceux qui se lancent en Espagne précisément. Des petits conseils que tu peux nous donner en Oui, il y a un point très important. Vous payez des impôts beaucoup plus souvent qu'en France, en Espagne. En France, on paye les impôts une fois par an. En Espagne, quand on a une SL, c'est tous les 3 mois. Donc, le conseil que je vais donner, c'est de bien se renseigner sur quand est-ce qu'on paye les impôts, quels impôts on paye, parce il y en a différents. Euh, Quand est-ce qu'on paye la TVA? C'est pas la même chose qu'en France. Et puis, il y a autre chose. En fait, non, c'est lié. Pourquoi se poser toutes ces questions? Ça permet d'avoir une chose qui vous aide à dormir, à savoir du cash flow. Quand vous avez de l'argent à la banque, vous dormez beaucoup mieux. Quand vous ne savez pas ce qui va sortir de votre compte en banque et que vous savez déjà pas ce qui va rentrer, c'est beaucoup plus difficile de dormir. Donc, quand vous trouvez votre comptable ou la personne qui va vous aider à faire votre plan de trésorerie, réfléchissez très précisément pour savoir à quelle date l'administration fiscale espagnole va ponctionner l'argent directement sur votre compte. Parce que c'est ce qui se passe, hein. Le 21 du mois, moi, je sais que j'ai X milliers d'euros qui sortent de mon compte en banque et qui vont direct euh, au fisc, d'accord? Et ils ne me demandent pas si je suis d'accord, d'accord? Moi, je leur ai donné mon accord, donc je dois vraiment naviguer pour être sûr que à telle date, j'ai cet argent et que pour payer ensuite les gens avec qui je travaille, je suis bien. Donc le cash flow, pour moi, c'est vraiment le plus important et je pense que je l'ai vu encore plus pendant le Covid, quand tout est chamboulé, quand il n'y a plus rien qui fonctionne normalement, quand on a des contrats qui sont annulés parce que les clients ils disent là non, j'ai plus d'entrée, donc il faut que j'arrête. Euh, Combien on a de cash pour fonctionner? Et pour moi, en Espagne, il faut au minimum 6 mois, 9 mois pour être à peu près au calme. Si on a 1 an de cash flow pour survivre, c'est génial. D'accord? Mais regardez précisément, et quand je dis précisément, c'est les dates à laquelle le fisc va vous taxer. Moi, une fois que je sais ça, je dors mieux. Voilà. très pratique. Olivier, toi, tu as des conseils. Alors,
en lancement, mais des conseils aussi à ceux qui voudraient se lancer à Barcelone. Oui, alors je sais pas s'il y a à Barcelone, mais je reviendrai aussi sur le côté espagnol comme je viens et à nouveau sur ce point de la fiscalité. Moi, c'est potentiellement une des premières formations que j'ai eues en tant qu'entrepreneur là-dessus, sur laquelle j'ai été accompagné. Et je dirais qu'effectivement, voilà, c'est un peu d'avoir cette prudence de bon gestionnaire et de bien savoir où est l'argent et quand est-ce qu'il sortira, quand est-ce qu'il rentrera, si possible aussi. Tout simplement parce que on n'est pas, enfin, je prends mon cas encore à nouveau, mais on n'est pas dans un contexte franco-français qu'on connaît plus ou moins bien et on sait comment les choses se passent. Moi, j'avais jamais été entrepreneur de ma vie. Je suis en Espagne depuis quasiment 7 ans, mais je m'étais jamais intéressé à la question de la fiscalité. Et ça, c'est des choses qui peuvent vous surprendre. Et malheureusement, face aux administrations fiscales, en France comme en Espagne, on n'a pas le choix. On n'a pas le dernier mot. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, sur lequel j'insisterai aussi, de vraiment vérifier ces points-là, de bien planifier, de savoir quand, effectivement, on doit déclarer, quand est-ce qu'on va aussi devoir payer, pour pas avoir de mauvaises surprises là-dessus. Et c'est finalement pas très, très compliqué, hein. Sur le papier, ça fait des pages et des pages de site web, mais finalement, si on a quelqu'un qui nous résume ça en une page, ça prend pas 3 mois. Il f Moi, j'ai trouvé que c'était mieux de me faire accompagner, et ensuite qu'ils remplissent les papiers et qu'ils aillent, faire tout ça parce que, moi, je parle espagnol, mais après, il y a des subtilités, je préférais avoir, quelqu'un de bilingue. Ah oui, le côté bilingue, ça, c'est pas mal, hein. Il y a plein d'avocats bilingues à Barcelone, Mm. enfin trilingues d'ailleurs à Barcelone, hein, puisqu'ils parlent aussi catalan, ou quadrilingues. Ça, c'est génial. Juste espagnol, espagnol, quand on est français, moi, je préfère avoir quelqu'un qui peut lire, 2-3 langues. C'est, je pense, mon conseil le plus utile après avoir fait une ou 2 bêtises sur 2-3 trucs. Voilà. Oui, des Euh, je- bêtises avec le fisc espagnol, ça peut coûter très cher, effectivement. Autant on voit quelques travailleurs indépendants en France qui se débrouillent tout seuls, autant ici, c'est pas vraiment conseillé, puisqu'effectivement, c'est assez complexe. Olivier, tu voulais ajouter quelque chose? oui, je voulais juste rajouter un point aussi. Je repars aussi de mon expérience, mais moi, finalement, ça fait que 7 ans que je suis ici. Je sais qu'il y a des gens qui vivent depuis très très longtemps en Espagne, etc., et qui sont peut-être plus au fait de ce qui se fait en termes de fiscalité notamment. Mais je sais que on m'a parlé aussi, on m'a posé des questions en amont du webinaire sur des projets qui sont en train de se lancer. Euh, Vraiment des personnes qui sont dans l'appel avec nous, sur le webinaire avec nous, et des personnes qui sont peut-être arrivées en Espagne depuis plus récemment. Et donc là, vraiment, c'est très important de cadrer les choses. Je dis pas qu'il faut pas se lancer sur ce projet, mais vraiment penser à cadrer les choses avant de se lancer, de manière à prendre les bonnes décisions et comprendre surtout le fonctionnement des choses en Espagne. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. On a Cyril qui nous demande des noms à conseiller pour un expert fiscaliste. Nous, à Equinox, on peut vous conseiller monentreprise.es qui apporte vraiment des conseils, voilà, qui a cette partie un petit peu fiscale, mais aussi de conseils, hein, et qui est très au courant, enfin très habitué pour travailler avec des entrepreneurs français qui sont en Espagne. Donc, comme disait Julien, c'est bien d'avoir la double culture. Ensuite, est-il indispensable de faire une étude de marché avant de se lancer? Alors, ça, c'est une question pour Julien. Alors, moi, j'ai jamais fait d'études de marché parce qu'en fait, mon marché, il est en fait, depuis le covid, j'ai pas de marché. Il y a des opportunités partout et il faut juste moi, mon seul objectif, c'est de trouver des gens avec qui j'ai envie de travailler et des gens qui ont envie de travailler avec moi. Il y a 3 millions de coachs, ou plus d'ailleurs, je sais même plus combien il y en a. Donc ça, on sait qu'on a de la compétition, mais en fait, et c'est pour ça que je reviens sur le côté qui on est. C'est vraiment important. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai ciblé avec qui je voulais travailler et j'ai surtout ciblé avec qui je voulais pas travailler. Ça, c'était mon étude de marché à moi. Alors, où est-ce que je voulais travailler? Bah, tant qu'à faire, Barcelone, Madrid, Valence, Londres parce que j'y habitais, Bruxelles parce que j'y habitais, Paris parce que j'y suis né. Avec qui je voulais pas travailler? Bah, il y a plein de gens. Je pourrais travailler avec des gens qui vont pas faire le taf parce que c'est du travail, hein, le coaching. Hein. C'est pas moi qui fait tout, loin de là. Moi, je fais que poser des questions. J'ai pas envie de travailler avec des gens qui n'ont pas envie de payer. Voilà, ça c'est aussi un autre truc.
J'ai pas envie de travailler avec des gens qui n'ont pas envie de faire le travail et qui font ça comme ils prennent un abonnement à la salle de sport et puis ils sont contents de regarder la carte, mais ils y vont pas. Moi, il y a certaines règles de travail. Voilà. Mon étude de marché, c'était avec qui j'ai envie de bosser, avec qui j'ai vraiment pas envie de bosser, et comme ça, je m'adresse pas du tout à eux. Voilà, comme ça, ils sont sûrs de pas me trouver, et s'ils me trouvent, ils vont pas du tout aimer ce que je raconte. Donc ça, c'est super. Finalement, Donc le marché, on peut le créer. en fait, le marché, il existe. En fait, le marché, c'est un espèce de truc là qui n'existe pas. Est-ce qu'il y a des gens? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être coachés? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Quasiment tout le monde. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont suffisamment d'énergie pour investir sur eux en termes de temps, émotionnellement et financièrement? Bah déjà, il y en a moins. D'accord? Donc, il faut bien déterminer avec qui on a envie de travailler et on s'adresse à eux régulièrement, tous les jours, ou au moins 3 fois par semaine sur LinkedIn. Olivier, il va commencer à rigoler parce qu'on parlait de consistance. Le plus dur, c'est d'être consistant une fois qu'on a trouvé avec qui on veut travailler. Et quand je dis consistant, c'est pas une fois par mois, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas du push and go. C'est je fais ça, j'arrête, je fais ça, j'arrête, je fais ça, j'arrête. Finalement, Il faut que ce soit tout le temps. Voilà. créer son marché plus que faire une étude de marché, créer la demande et trouver les personnes qui ont besoin du service ou du produit qu'on va proposer. Oui. Si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, après on aura une autre question. Ce que disait Julien, ça me fait penser à une citation de Warren Buffett, l'investisseur américain, qui disait le marché n'existe pas. Et pourtant, il en parle comme étant Monsieur Marché, qui est effectivement le marché de la bourse à Wall Street, qui évolue en permanence. Et on peut pas identifier qui individuellement investit en bourse. Or, tous les ans, depuis des dizaines d'années, la bourse, voilà le chemin de la bourse. Donc, il y a un marché. Il faut juste le trouver. À soi de se débrouiller. Et le travail qu'on a pu faire avec Julien aussi, c'est bien de se baser aussi sur ses forces et ses valeurs pour savoir, comme disait Julien, qui on ne veut pas coacher et on trouvera en conséquence les gens qu'on veut coacher. Et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai des gens qui me disent, ah bon, mais tu coaches des coachs, donc tu coaches la compétition. Je dis, mais il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Donc, du boulot, il y en a. C'est pas ça le problème. Du travail, il y en a pour tous les coachs. Il faut juste être suffisamment. Et j'insiste sur le terme professionnel. Professionnel, c'est pas 2 heures par semaine comme ça. Il faut travailler tous les jours parce qu'on s'améliore tous les jours. Moi, je suis meilleur qu'il y a 5 ans. J'espère que dans 5 ans, je serai meilleur que maintenant. Et ça, c'est vraiment important. La question du marché, c'est une très, très bonne question. Qui on veut servir, avec qui on veut travailler, c'est la réponse à pourquoi on veut plus travailler dans une entreprise. Et dans Spirale Dynamique, c'est pourquoi on veut changer de carrière, pourquoi on veut monter sa boîte. Bah, tant qu'à faire, c'est pour se faire plus plaisir et pour faire de choses plus intéressantes. Et c'est ça. Pour les personnes qui veulent notamment se lancer dans des secteurs très concurrentiels. Pardon, j'ai oublié un point. Tant qu'à faire, pour gagner aussi plus d'argent. C'est bête, on n'en a pas encore parlé, mais accessoirement, c'est un très bon moyen d'améliorer son rythme de vie et sa qualité de vie. Il ne faut pas l'oublier, c'est pas que de la sueur et de la douleur, heureusement. C'est pas mal de plaisir, c'est des sourires, et puis c'est un compte en banque qui va plutôt bien aussi et qu'il faut bien gérer, c'est tout. Une autre question pour un projet entrepreneurial dont la viabilité dépend en grande partie d'une approbation de la municipalité. Quel serait votre conseil? Alors effectivement, toutes les activités qui dépendent un petit peu d'autorisation municipale ou autre, on sait qu'à Barcelone, par exemple, avoir une terrasse, pour prendre un exemple, ça peut prendre énormément de temps. Quel conseil pourriez nous donner par rapport à ça, par rapport à la préparation, quand on dépend finalement de facteurs dont on ne peut pas maîtriser? Il y a un bouquin qui est génial qui s'appelle Influence. On ne peut pas faire notre travail tout seul. Il faut un réseau. Et le réseau, on va l'aider et il va nous aider. Je trouve ça excessivement difficile d'être tout seul tout le temps. Donc, est-ce que ce que l'on va faire avec l'administration, en fait, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va les aider à faire? C'est exactement ça. D'accord? Si c'est ouvrir un restaurant, qu'est-ce qu'on va apporter?
qu'est-ce qu'on va apporter comme changement positif, pourquoi en fait ils n'ont pas d'autre choix que de nous dire oui. Finalement, c'est ça la question qu'on veut. Parce que ils risquent de me dire non. Oui, d'accord, mais à ce moment-là, on peut aussi se dire à quoi. Il y a une question de l'ancien dirigeant d'Amazon qui est très bien. De quoi les personnes n'ont pas moins besoin? C'est une super question. Ils n'ont pas moins besoin de bons services. Ils n'ont pas moins besoin de super prix. Ils n'ont pas moins besoin d'une bonne expérience. Et si on regarde tout ce dont les personnes n'ont pas moins besoin, ben on peut donc leur dire de quoi ils ont plus besoin et comment on peut les aider à obtenir ça. Comment on gère la temporalité? Parce que ça aussi, ça peut être très long d'obtenir des autorisations. Comment on gère soi-même ce désagrément ou ce retard d'ouverture Il y a une règle qui dit que ça prend toujours plus de temps que ce qu'on a prévu. Elle est assez vraie. C'est pas que pour les architectes. C'est on maîtrise pas. Donc c'est bien d'avoir des objectifs avec une temporalité. Déjà, il faut avoir des objectifs avec une temporalité, ça aide. Si on ne sait pas combien de temps on veut que ça prenne, on est vraiment dans les choux. Et après, bah, on demande l'autorisation. Est-ce que ça peut se faire en 3 mois? Et si la personne nous dit oui, on fait tout pour que ça arrive en 3 mois. Si elle nous dit je ne sais pas, eh ben, il faut savoir. Et il faut continuer à lui poser la question pour savoir combien de temps ça va prendre. Le temps, c'est une énorme source de stress. Donc, autant avoir les réponses. Et pour avoir les réponses, il y a une super façon, c'est de poser les questions. Alors, des questions, on en a un petit peu plus encore. On a Paulin qui nous demande si vous connaissez des dispositifs spécifiques pour accompagner les personnes souhaitant s'installer comme indépendants à Barcelone ou en Catalogne. Alors, Paulin, je peux déjà te conseiller Barcelona Activa, qui est la structure mise en place par la mairie de Barcelone et qui est vraiment extrêmement complète, qui fait des ateliers gratuits, qui fait des sessions sur à peu près tous les sujets, du montage juridique jusqu'au SEO sur ton site web. Et la plupart des activités sont gratuites. Julien, Olivier, toi qui es en création, tu as peut-être d'autres bouquins? Oui, alors Barcelone Activa, effectivement, c'est le premier nom qui vient assez souvent. Moi, je suis passé par un organisme qui est en dehors de Barcelone, mais juste à côté, à Sant Joan d'Espí, qui s'appelle Promo d'Espí, où j'ai vraiment eu un interlocuteur incroyable que je recommande, que j'ai déjà recommandé d'ailleurs à plusieurs personnes qu'entre-temps j'ai coaché et qui avaient été aussi sur un projet de création d'entreprise et qui sont allés le voir. Alors c'est Paulin. Paulin, si vous voulez me contacter sur LinkedIn et je vous envoie ses coordonnées parce que c'est une personne extraordinaire qui vraiment à qui je dois beaucoup sur la partie vraiment de lancement administratif où quand on arrive et qu'on ne connaît rien, quand on ne connaît rien au paysage espagnol et peut-être catalan quelquefois, qui a fait vraiment la plus grosse partie du travail. Euh, donc c'est un organisme qui s'appelle Promo d'Espi et je suis il n'est pas d'ailleurs réservé qu'aux gens qui habitent à Sant Joan d'Espí. Les Barcelonais vont là-bas et ont ouvert leur entreprise avec lui. Super, très intéressant. Merci Olivier. On a aussi Antoine qui nous demande quel est l'intérêt d'opter pour le statut d'autonomie en Espagne contre celui de micro-entrepreneur en France pour un Français qui réside en Espagne. Alors, Antoine, je peux déjà te répondre que si tu vis plus de 6 mois en Espagne, tu es tenu de déclarer ton activité en Espagne, donc d'être autonome. Je ne sais pas si Julien, tu voulais ajouter quelque chose. Non, je suis d'accord en fait. Il y a déjà ça. Alors après, on peut jouer avec ça, mais le truc, c'est qu'on sera toujours rattrapé. Ça, il y en a toujours un qui a raison au bout du compte, c'est le fisc. Et puis, le fisc espagnol est tout aussi bon que le fisc français. Et puis, il y a aussi quelque chose, la réponse d'Aurélie, pour moi, est largement suffisante, mais je reviens sur une chose. Ça sert à rien de se disperser pour gagner 200 euros. Si on a l'entreprise en Espagne et qu'on travaille avec la France, sincèrement, tout le monde s'en fout. Moi, j'avais une boîte qui était basée à côté des Champs-Élysées parce que ça faisait bien. Tout le monde s'en fichait. Et pourtant, hein, je bosse avec des boîtes dans le luxe. Hein, donc, 7e arrondissement, c'était bien. Personne ne regardait ça. Personne. Ils s'intéressaient seulement à qu'est-ce que je fais et est-ce que je vais leur apporter le truc. Donc, pour moi, si on habite en Espagne,
bah, autant le faire en Espagne. De toute façon, légalement, on est obligé. Est-ce qu'on va économiser ou payer plus d'impôts? Franchement, c'est kiff-kiff. On simplifie juste la vie avec des gens qui sont en local, qui comprennent notre double nationalité. Et moi, dans mon foyer, j'en ai 3, hein. Donc, ça rajoute à la complexité de la chose, des nationalités, hein. J'ai 3 nationalités dans mon foyer. Voilà, simplifions-nous les choses. Simple, c'est possible. Facile aussi, c'est une bonne option. D'accord? On pense toujours à c'est super compliqué, mais si on se dit, et si c'était facile, c'est une bonne façon de voir la vie. Et je pense que l'idée, en fait, de faire ce travail avec Olivier, c'était aussi comment on peut simplifier la vie et arrêter de se la compliquer. C'est un super truc parce que comme ça, on gagne plus de temps pour profiter de Barcelone, de Valence, de toutes les villes où on habite, ou voyager, ou glander. C'est bien aussi. Et Focus, on a une demande de Charlotte qui nous précise qu'il y a la Chambre de commerce de Barcelone qui aide aussi dans les démarches. Est-ce qu'on a des retours par rapport à Barcelona Activa? Moi, je ne pourrais pas te répondre, Olivier. Je ne sais pas si tu as travaillé avec la Chambre de commerce. Il y a aussi, on peut citer, il y a beaucoup de structures et même de clubs d'entrepreneurs, hein, qui peuvent vous accompagner. Il y a aussi la Peña Business Club qui s'occupe de ce genre de démarche. C'est vrai que ça Oui. dépend de Barcelone. Et l'avantage, c'est d'être en français par rapport à Barcelona Activa qui sera en espagnol ou même en catalan. Donc, effectivement, il y a la Chambre de commerce française, il y a la Peña Business Club et certainement encore d'autres structures et même des entreprises privées, hein, qui peuvent. Charlotte a raison. Les administrations françaises pour les expats, elles font du bon boulot. Vraiment, hein. Elles ont des retours d'expérience généralement. C'est des expatriés, donc ils sont aussi de bons conseils. Donc, c'est bien. De toute façon, on perd pas son temps. On apprendra quelque chose et ce sera utile. Donc, je pense qu'effectivement, c'est bien d'avoir tous ces noms. Et ensuite, est-ce qu'il faut tergiverser pendant 3 semaines pour savoir lequel je vais aller voir? Franchement, allez-y. Et puis, si vous n'avez pas la réponse, allez voir le deuxième, allez voir le troisième. Mais au bout du troisième, normalement, vous avez vos réponses, hein. Et ça prendra pas 3 mois. Voilà, un peu ce que chacun propose aussi, suivant l'activité et ce dont on a besoin. On a une question sur le recrutement, un gros sujet des entrepreneurs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des conseils à distiller par rapport au recrutement à Barcelone ou en Espagne? Julien, c'est ton tour. Alors, c'est quoi précisément la question? Est-ce que tu as des conseils pour un bon recrutement en Espagne, à Barcelone? Est-ce que tu as des petits Pour embaucher ou pour passer des entretiens? conseils? Pour embaucher, On prend aussi les entretiens. ouais, moi j'ai un super, super, super outil qu'il faut un minimum maîtriser. C'est un outil sur les forces. C'est un test. Alors moi je fais pas de test de personnalité parce que je trouve que c'est complètement inutile et ça a été biaisé par plein de grosses boîtes. Il y a plein de trucs là-dessus. Moi, il y a un test que j'utilise qui est vraiment bien, qui s'appelle le Gallup. Ça donne une liste de forces. En tout cas, on se plonge très profondément dans les 10 forces les plus prominentes, d'accord? Et puis ensuite, on comprend comment elles fonctionnent les unes avec les autres. Donc ça, c'est un super test pour savoir si la personne est une personne qui peut être sociable, quelles sont ses qualités, quels peuvent être ses points faibles, ou plus exactement ses zones d'ombre, si elle a l'énergie pour faire ce que vous voulez ou pas. C'est vraiment un super test. Je l'ai utilisé je ne sais pas combien de fois. J'ai la certification évidemment, mais c'est vraiment un des outils les plus importants. Et puis en fait, il y a une question qui devrait être obligatoire à chaque fois que vous employez quelqu'un, c'est qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce futur job? Parce que ça, en fait, c'est une réponse qui sera liée aux valeurs de la personne et ça vous donnera, en fait, ces motivations profondes. Et c'est une super question. C'est une super, super question. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille sur Equinox, on a un podcast qui s'appelle Tous les chemins mènent à Barcelone, avec des retours d'expérience, des interviews d'entrepreneurs. Et je vous conseille l'épisode avec Benoît Ménardo, qui est le boss de Payflow, une start-up qui monte et qui est très importante maintenant à Barcelone, et qui me racontait justement qu'il n'embauchait plus
si les personnes ne partageaient pas ses propres valeurs et qui étaient les valeurs de l'entreprise, que finalement les valeurs étaient, bon, bien sûr la même chose, que les valeurs étaient plus importantes que les compétences. Je vous Ouais, conseille. c'est vraiment un vrai truc parce qu'en fait, moi, ce que je fais avec mes clients, je vais sur leur LinkedIn et je leur lis leurs forces. Et là, tout le monde rigole bien parce qu'il y a Microsoft 365, d'accord? Il y a anglais, français, espagnol. On peut mettre aussi chez lire et écrire. C'est à peu près aussi utile. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les vraies compétences? Seth Godin appelle ça de real skills. C'est pas hard et soft, c'est les vrais. Et c'est un super concept. On n'en parle pas assez. On lit pas beaucoup là-dessus. Et quand il a créé cette conférence de real skills, et que vous êtes sur Zoom avec 250 personnes partout dans le monde et que vous parlez de vos vraies compétences, c'est super libérateur. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vous comprennent. C'est pas genre, alors je suis truc, machin. Non, là, c'est précis. On sait ce qu'on va faire. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on emploie des gens pas pour ce qu'ils ont fait, c'est pour ce qu'ils vont faire pour nous. Donc, tant qu'à faire, est-ce qu'ils ont les compétences pour faire le job qu'ils n'ont jamais fait? D'accord? Et c'est ça qu'on veut. D'accord? Et est-ce qu'on peut leur faire confiance? Bah, tant qu'à faire, autant se poser des questions et les bonnes questions. Ouais. Gros sujet, celui du recrutement aussi. Merci à tous les deux, Julien et Olivier. On a mis les petits QR codes, mais est-ce qu'on a une manière de vous contacter, ceux qui auraient des questions subsidiaires? Euh, Oui, alors c'est facile. Moi, normalement, vous tapez mon nom sur Google, vous me trouvez assez facilement, vu que je publie beaucoup sur LinkedIn et sur pas mal d'autres supports, dont Equinox, dont d'autres journaux d'expatriés, dont Forbes, etc. Donc, normalement, c'est relativement facile de me trouver. De toute façon, à un moment, vous voyez ma tête. Donc voilà, vous avez mon QR code. Sinon, bah, comme d'habitude, vous avez LinkedIn qui est un outil pratique qui peut être gratuit et qui vous permet d'augmenter votre business ou de le créer. Voilà, c'est la façon la plus facile. Il y a un autre truc qui est important, on n'en a pas parlé, hein, c'est une question d'âge. Il y a plein de gens qui ont passé la quarantaine, qui ont passé la cinquantaine, qui ont plein de choses à apporter. Euh, Ils sont pas beaucoup plus chers, mais ils vont donner beaucoup, beaucoup plus que quelqu'un qui commence. D'accord? Et je pense que c'était un des gros trucs. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils trouvent plus de job. Et c'est dommage. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde n'a pas la force ou la patience d'être entrepreneur. Donc, c'est sympa de regarder. Il faut regarder. Et ensuite, est-ce que c'est pour vous? Non, c'est pas pour tout le monde. Et je pense qu'il est important de le dire. Il faut être courageux de dire c'est pour moi et c'est pas pour moi. Il faut être courageux aussi de se dire c'est pas pour moi. Je vais y retourner et je vais faire selon mes conditions et je vais trouver la boîte qui va m'aider à m'accomplir et je vais les aider à accomplir. C'est pas une fatalité, hein. Et je pense que c'était important de le dire, ça m'est sorti de la tête. C'est intéressant ce que tu dis, Julien, parce qu'il y a un petit peu cette aura autour de l'entrepreneuriat aujourd'hui, peut-être depuis le Covid, que le succès, c'est se lancer à son compte, c'est lancer son entreprise, mais pas forcément. Ça peut être aussi dans le salariat, qui n'est pas évidemment inférieur, et on peut faire aussi d'autres choses. Je vais être sincère avec toi. Tous les gens qui racontent des conneries sur LinkedIn, j'aimerais bien voir leur chiffre d'affaires et leur bottom line. D'accord? Parce que c'est super, c'est génial. Moi, j'aimerais bien savoir combien ils se payent par mois. Oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de mythes. Euh, Donc, soyons réalistes aussi, c'est important. Absolument. Olivier, comment on peut te contacter? Alors, on peut me contacter, alors a priori avec le QR code, mais quelqu'un a indiqué qu'il y avait un petit souci. Donc, très rapidement, je pense que le plus simple pour me contacter rapidement, c'est LinkedIn. Et je répondrai aux deux personnes qui m'ont contacté et à toutes les autres qui me contacteront aussi. Très bien, merci beaucoup pour tous ces conseils, Julien, Olivier, pour votre transparence. On a une petite question de Virginie sur la différence du niveau de vie entre Barcelone et Paris. Alors Virginie, c'est un bon sujet. Je t'invite à aller voir sur Equinox. On a, je crois que c'était dimanche ou lundi, enfin cette semaine, on a publié un article justement sur le pouvoir d'achat à Barcelone, le salaire moyen et le salaire avec lequel on peut vivre correctement à Barcelone. Il y a un petit décalage avec Paris, mais les loyers continuent d'augmenter. Et David, qui est arrivé en retard, qui nous demande s'il y aura un replay. Oui, bien sûr, il y aura un replay demain sur Equinox et également
en podcast. Dans le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone, on remettra ce webinaire si vous préférez l'écouter en audio. Merci à tous, merci d'être restés jusqu'au bout et j'espère à très bientôt pour un autre webinaire ou sur Equinox. Merci à tous et à toutes. Merci à tous. Vous aurez une petite enquête qui va s'ouvrir quand on va fermer ce webinaire où vous pouvez mettre un petit peu vos réponses. À bientôt, bonne soirée. Merci. À bientôt.